Ce qui suit va complètement changer votre vision de l'équilibre géopolitique mondial. Le tapis rouge de Rio n'avait même pas encore refroidi que les menaces de tarifs douaniers sont tombées comme un coup près. Un mémo scellé venu directement de Washington a explosé comme une véritable bombe diplomatique. Tout pays aligné avec le bloc BRICS serait désormais soumis à une taxe punitive de 10% sans aucune exception possible. En quelques heures seulement, la roupie indienne s'est littéralement effondrée sur les marchés internationaux. Le réal brésilien a reculé dangereusement et les ministres du commerce se sont précipités pour limiter les dégâts économiques. Le message était cristallin et implacable. Trump venait de tracer une ligne rouge sanglante à travers tout le sud global. Pourtant, la réaction qui a suivi n'a absolument pas été un repli stratégique, mais une expansion massive et coordonnée. Le sommet a bel et bien eu lieu malgré toutes les pressions. 10 membres à part entière, 10 nouveaux pays partenaires et 20 nations réunies dans un défi ouvert à la pression américaine. L'Indonésie, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis se sont officiellement joints aux 5 fondateurs historiques. Derrière eux, le Vietnam, la Bolivie, le Kazakhstan, le Nigeria, l'Ouganda, Cuba, le Bélarus, la Malaisie, la Thaïlande et l'Ouzbékistan ont affiché leur soutien. Ensemble, ils représentent désormais plus de 40% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat et près de 49% de la population mondiale. Même l'OTAN ne peut pas se vanter d'afficher de tels chiffres impressionnants. Trump affirmait haut et fort que les BRICS étaient définitivement morts et enterrés. Selon ses propres mots provocateurs, ils ont cessé d'exister dès l'instant où j'ai menacé de tarifs douaniers de 100%. Si cette analyse géopolitique vous passionne et que vous voulez comprendre les véritables enjeux de cette guerre économique mondiale, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives qui décryptent l'actualité que les médias traditionnels n'osent pas vous révéler, car votre soutien nous donne la force de continuer à vous apporter cette information indépendante et sans filtre. Mais au moment même où Trump écrivait ces lignes sur ses réseaux sociaux, les BRICS menaient discrètement des discussions bilatérales cruciales à São Paulo. Parmi elles, un dialogue historique entre la Chine et le Vietnam. 2 pays que les États-Unis ont tenté pendant des décennies de dresser l'un contre l'autre dans une logique de guerre froide. Au lieu de la division espérée par Washington, ils ont décidé de renforcer considérablement leurs liens économiques. La Chine a promis de nouveaux investissements massifs dans les infrastructures vietnamiennes, tandis que le Vietnam s'est engagé à coopérer activement dans le secteur énergétique stratégique. Le vieux manuel de la guerre froide de Washington venait d'être réduit en cendres sous nos yeux. Puis est venu Cuba, un pays sous embargo américain depuis plus de 6 décennies d'isolement. Une nation que presque tous les membres de l'ONU soutiennent lors des votes annuels de condamnation de l'embargo. Cuba n'a pas seulement été invité comme symbole politique, mais comme véritable partenaire économique à part entière. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a été longuement applaudi lorsqu'il a pris la parole au sommet devant les caméras du monde entier. Le pays que les États-Unis ont voulu étrangler économiquement contribue désormais activement à concevoir un système commercial post-dollar. Ensuite, ce fut le tour surprenant du Mexique. Non membre des BRICS, ni même partenaire officiel, mais un pays dont la dépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis est historiquement la plus élevée au monde. Pourtant, le Mexique a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Rio, en personne devant les caméras à la table des discussions officielles. Ce simple geste diplomatique a semé un profond malaise dans les couloirs du pouvoir à Washington. Si même les voisins immédiats des États-Unis se rapprochent ouvertement des BRICS, qu'advient-il alors de la prétendue sphère d'influence américaine incontestable ? Au moment précis où Trump publiait sa nouvelle déclaration menaçante sur Truth Social, les pays qui se rangent derrière les BRICS subiront des conséquences dramatiques. Le président brésilien Lula avait déjà répliqué avec une fermeté inédite. Le monde ne veut absolument pas d'un empereur autoproclamé, a-t-il déclaré face à la presse internationale. C'est exactement pour cette raison que les BRICS dérangent profondément l'establishment occidental. Ce malaise n'est pas culturel, mais fondamentalement structurel, car plus les États-Unis exercent de pression, moins ils semblent avoir d'influence réelle. Et cette pression n'est rien de théorique ou d'abstrait. Trump a proposé une taxe universelle de 10% sur tous les pays liés de près ou de loin aux BRICS, incluant l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, 3 partenaires commerciaux majeurs des États-Unis. L'Inde, à elle seule, représente 191 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels avec Washington.
Lorsque Trump a porté les droits de douane sur l'Inde à 25%, la roupie a atteint son plus bas niveau historique en 3 semaines. La bourse de New Delhi a chuté brutalement de 2,3% en une seule séance. Et soudain, le gouvernement de Modi s'est retrouvé sous le feu nourri des critiques, non pas de la Chine, mais de ses propres exportateurs indiens. Pendant ce temps, l'équipe de Trump a discrètement fait marche arrière sur la menace de tarifs douaniers de 100% qu'il avait lancée durant sa campagne présidentielle. Sans grande surprise, d'après les données de Bloomberg, plus de 40% des importations américaines proviennent désormais directement de pays BRICS ou de leurs partenaires commerciaux. Cela inclut l'électronique grand public, les métaux rares, les engrais agricoles et des médicaments essentiels à la santé publique. On ne peut pas taxer ce dont on dépend vitalement sans se blesser mortellement soi-même. Faisons une pause pour analyser cette situation paradoxale. Trump n'est absolument pas en train de détruire les BRICS. Il les pousse inexorablement à se consolider et à se renforcer. Il n'a pas provoqué un repli stratégique. Il a considérablement accéléré leur processus de renforcement institutionnel. Le sommet de Rio a abouti à une déclaration commune de 32 pages détaillant minutieusement l'expansion des prêts en monnaie locale, la mise en place de systèmes de paiement alternatifs innovants et l'affirmation claire d'une indépendance institutionnelle totale. La nouvelle banque de développement dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, a officiellement annoncé des prêts à la Colombie et à l'Ouzbékistan dans leur propre devise nationale sans passer par le dollar américain. Ce n'est plus de la théorie géopolitique, c'est une application concrète et mesurable. Puis une ironie saisissante est apparue au grand jour. La même semaine où Trump alertait dramatiquement sur le danger mortel des BRICS pour la suprématie du dollar, la Chine et le Brésil concluaient tranquillement un accord céréalier libellé en yuan et en réal. Aucun dollar américain n'a circulé dans cette transaction de plusieurs milliards. Lula ne bluffait absolument pas dans ses déclarations. Si nous ne trouvons pas rapidement d'autres modèles économiques viables, nous terminerons le 21e siècle comme nous avons tragiquement commencé le 20e, a-t-il affirmé devant les délégués. Ce n'était pas de l'idéologie creuse, c'était des mathématiques pures. Car l'accord de réserve de contingence des BRICS, leur version alternative du FMI occidental, se développe méthodiquement dans l'ombre. Il offre des liquidités cruciales aux pays confrontés à une crise aiguë de balance des paiements. Mais contrairement au FMI traditionnel, il ne s'accompagne d'aucune réforme structurelle imposée de force, ni d'exigences drastiques de privatisation. Aucune austérité forcée, aucun lobbyiste de Wall Street au téléphone, juste des financements aux conditions négociées par les emprunteurs eux-mêmes. Et c'est précisément là que réside le cœur névralgique du problème pour Washington. Le dollar n'est pas seulement une monnaie d'échange, c'est un redoutable outil de pression géopolitique. Par le biais du FMI, de la Banque mondiale et du système SWIFT, les États-Unis ont méthodiquement transformé leurs instruments économiques en véritables armes de guerre financière. Les BRICS, eux, construisent patiemment des alternatives viables et durables. Leur système de coopération interbancaire, leurs mécanismes de paiement croisés et leurs plateformes d'investissement souveraines ne sont plus de simples concepts sur le papier. Ce sont les fondations solides d'un ordre économique parallèle en construction. Cela ne signifie absolument pas que le dollar s'effondrera brutalement du jour au lendemain. Rousseff a été parfaitement clair sur ce point crucial. La dédollarisation est un processus graduel, mais irréversible, qui est déjà solidement en marche, comme elle l'a déclaré sans ambiguïté au sommet de Rio. Toute entreprise ou tout État qui s'endette massivement en devises étrangères devient automatiquement dépendant des décisions unilatérales de la Réserve fédérale américaine. Ce n'est absolument pas de la souveraineté économique, c'est de l'exposition dangereuse. Et nulle part ailleurs, cela n'est plus évident qu'en Amérique latine historiquement dominée. La Colombie, alliée traditionnelle et fidèle des États-Unis, vient officiellement de rejoindre la nouvelle banque des BRICS. Quelques jours plus tard seulement, un enregistrement audio compromettant a fuité, révélant un complot directement lié à Washington pour renverser son président de gauche, Gustavo Petro. Le timing de ces révélations n'a échappé à absolument personne parmi les délégués présents à Rio. La même semaine où la Colombie se rapproche officiellement des BRICS, elle subit mystérieusement des tentatives coordonnées de déstabilisation politique. Un scénario déjà vu et documenté en Bolivie, en 2019, lorsqu'un coup d'État, ouvertement soutenu par Washington, a violemment évincé le président socialiste Evo Morales. Pourtant, la Bolivie est revenue démocratiquement au pouvoir et vient de devenir partenaire officiel des BRICS. Ce n'est pas du pardon chrétien, c'est un réalignement géopolitique majeur.
L'Afrique suit exactement le même chemin de libération économique. L'Éthiopie et l'Égypte ont officiellement intégré les BRICS en 2024. Le Nigeria a suivi en 2025 comme partenaire stratégique. Ces adhésions ne sont absolument pas symboliques ou protocolaires. Ce sont des pays exportateurs d'énergie vitaux, des puissances industrielles émergentes et des bassins de main-d'œuvre absolument cruciaux pour l'économie mondiale. Le Sud global observe attentivement cette transformation historique. Le Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim, a solennellement invoqué l'héritage spirituel de Sukarno, Nasser et Nehru, ces figures anticoloniales légendaires à l'origine du mouvement historique des non-alignés. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à nous plaindre sans jamais rien entreprendre de concret, a-t-il déclaré avec force. Même un basculement modeste de 10% vers les monnaies locales ferait déjà une différence considérable et mesurable. Ce n'est pas une protestation stérile, c'est une stratégie économique parfaitement pragmatique. Et les chiffres officiels confirment totalement cette analyse. Selon les données de l'ONU, 61% de la dette du monde en développement est actuellement détenue par des créanciers privés principalement basés à New York et à Londres. Ces fonds vautours rachètent systématiquement des dettes en difficulté à bas prix pour ensuite poursuivre impitoyablement les pays débiteurs en justice et en tirer des profits absolument astronomiques. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Argentine. C'est actuellement en cours pour la Zambie. Une extorsion parfaitement légalisée contre laquelle les pays des BRICS conçoivent méthodiquement des mécanismes juridiques de protection efficaces. Voilà précisément pourquoi l'urgence est désormais palpable dans toutes les chancelleries. Car tandis que Trump brandit théâtralement ses menaces de tarifs douaniers, le bloc des BRICS redéfinit concrètement les règles mondiales de la dette, les systèmes de règlements commerciaux internationaux et les mécanismes de réserve monétaire sans jamais demander la moindre permission à l'Occident. Il ne s'agit absolument pas d'exclure totalement les États-Unis du commerce mondial, mais de s'en protéger efficacement. Pourtant, même si l'Occident présente systématiquement les BRICS comme une simple marionnette docile de la Chine, Pékin n'a pas du tout dominé ce sommet crucial. Xi Jinping n'a même pas daigné assister personnellement à cette rencontre historique. Il a délibérément envoyé le Premier ministre Li Qiang à sa place. Pourquoi cette absence calculée ? Pour signifier clairement que les BRICS sont fondamentalement multipolaires, que la Chine ne dirige pas autoritairement tout, et que cette alliance fonctionne de manière horizontale et égalitaire, non comme un empire hiérarchisé traditionnel. La presse occidentale a désespérément tenté de transformer certaines absences diplomatiques en signes évidents de dysfonctionnement interne, mais la réalité observable est complètement différente. Le président iranien a manqué le sommet uniquement pour des raisons de sécurité compréhensibles. Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, est intervenu efficacement par visioconférence sécurisée. Aucune de ces absences protocolaires n'a le moindrement empêché les avancées concrètes. Les accords commerciaux bilatéraux ont considérablement progressé, les plateformes d'investissement communes ont été substantiellement renforcées, les statuts de partenaires ont été ratifiés et surtout un symbole politique puissant est clairement apparu. Alors que le Premier ministre israélien a pu traverser librement l'espace aérien européen malgré un mandat d'arrêt officiel de la CPI sans jamais être inquiété, Poutine lui reste cloué au sol par les mêmes institutions. Cette contradiction flagrante n'a échappé à absolument personne dans les délégations présentes. La légitimité internationale est visiblement appliquée à géométrie parfaitement variable selon les intérêts géopolitiques. Lula a magistralement clos le sommet avec des mots particulièrement tranchants et sans concession. Il a fermement dénoncé la transformation cynique du droit international en simple façade décorative, la militarisation croissante de l'Ukraine et l'échec patent des pays occidentaux à fournir l'aide climatique solennellement promise aux pays vulnérables. Il a également fustigé un système financier mondial où, selon ses propres termes implacables, 3000 milliardaires ont tranquillement amassé 6500 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, tandis que 735 millions de personnes souffrent encore cruellement de la faim. Pour lui, les BRICS ne sont absolument pas seulement un bloc économique de circonstances, mais un véritable chantier de reconstruction complète d'un nouvel ordre mondial sans empereur autoproclamé et sans coercition systématique. Et paradoxalement, plus Trump menace et gesticule, plus ce bloc se consolide inexorablement. La contradiction est totale et saisissante. Plus Washington resserre désespérément son étau, plus le Sud global accélère frénétiquement la construction de sa porte de sortie définitive. Les États-Unis ne détruisent pas les BRICS, ils les solidifient dangereusement, et le sommet de Rio l'a confirmé de façon absolument irréversible.
Mais le signal institutionnel le plus marquant ne venait pas de la scène politique médiatisée, mais des chiffres économiques bruts. Selon les données officielles publiées par la Nouvelle Banque de développement durant le sommet de Rio, plus de 40% des nouveaux prêts accordés en 2025 l'ont été dans des monnaies nationales, notamment en yuan chinois, en roupie indienne et en réal brésilien. C'est la première fois dans son histoire que les prêts libellés en dollars deviennent officiellement minoritaires. Ce tournant historique n'est pas rhétorique, il est parfaitement mesurable et vérifiable. En parallèle, les BRICS ont définitivement finalisé le plan opérationnel de leur plateforme révolutionnaire BRICS Bridge, un système de compensation interbancaire permettant de régler directement les échanges entre deux devises nationales sans jamais passer par le dollar, l'euro ou le système SWIFT contrôlé par l'Occident. Cette infrastructure technologique a été spécialement conçue pour s'intégrer parfaitement aux systèmes de paiement locaux, comme l'UPI en Inde ou le PX au Brésil, contournant totalement les intermédiaires financiers américains traditionnels. Dans le même temps, l'Afrique du Sud a officiellement confirmé qu'elle avait commencé à payer ses importations vitales de pétrole en provenance de l'Angola et des Émirats arabes unis en rand sud-africain et en dirham émirati. Pour un importateur net de pétrole, cette décision stratégique réduit considérablement son exposition dangereuse aux fluctuations imprévisibles du dollar et lui permet de signer des accords énergétiques bilatéraux sans aucune dépendance extérieure. Même au sein de l'OMC, traditionnellement dominé par l'Occident, les nations alignées sur les BRICS commencent à coordonner méticuleusement leurs propositions tarifaires et leurs recours commerciaux comme un bloc parfaitement uni et discipliné. Ce signal fort indique que les BRICS pourraient très bientôt évoluer d'une simple plateforme financière vers une force économique mondiale que les États-Unis ne pourront plus jamais contrôler, seulement subir passivement. Et le message final est absolument limpide, pour quiconque veut bien l'entendre. Les BRICS ne sont définitivement pas un projet passager ou une mode géopolitique. Ils sont en train de s'ancrer solidement dans la réalité économique mondiale, et chaque tentative désespérée de pression américaine ne fait que les rendre exponentiellement plus résistants et déterminés.